Bonjour et bienvenue sur mon podcast créatif. Je m'appelle Anna, je tricote, parfois je fais du crochet, je file de la laine et également de temps en temps, mais il y a très longtemps, je fais un peu de couture. Je suis également la teinturière derrière la marque Le Bruit des Aiguilles que vous retrouvez derrière moi. Et donc ceci est mon podcast créatif. Pour cette fois-ci, j'essaye d'enregistrer sans micro parce que j'avais acheté un petit micro-cravate, mais en fait, comme il se trouve sous... en gros, ces micros, ils marchent bien au final quand on les tient devant la bouche, mais comme moi, je dois vous montrer des trucs, j'ai pas envie de passer mon temps à tenir un truc. Et en fait, quand il est en dessous, je trouve que le son est pas génial. Bref, ça me plaisait pas, donc je fais un autre test. On verra comment ça se passe. On va parler aujourd'hui, je vais commencer par ce que je porte. Je porte le pull Kismet de Unwind Knitwear, qui est un très joli pull en jacquard, en raglan et non pas en empiècement, ce qui lui donne du coup cette forme. J'adore absolument ce modèle, je trouve qu'il est très bien pensé, je trouve le motif très joli. Mais surtout je trouve qu'il tombe vraiment bien avec justement cette construction. C'est la première fois que je tricotais quelque chose d'Unwind Knitwear, mais j'ai beaucoup de ces patrons dans mes favoris parce qu'elle a beaucoup de jacquard avec les motifs sont relativement traditionnels, je vais dire. Mais je trouve qu'elle a des coupes qui sont un peu plus modernes. Enfin bref, elle fait des choses que j'aime beaucoup. Et donc, c'était la première fois que je tricotais un de ces patrons. Et j'ai beaucoup aimé les détails qu'elle met, notamment pour tout ce qui... En fait, je trouve qu'il tombe très bien au niveau de l'encolure et des épaules. Et en fait, c'est la première fois que je commençais un projet où... en fait, on fait pas vraiment des rangs raccourcis, on fait des faux rangs... Enfin, des faux rangs raccourcis. C'est une autre façon de faire des rangs raccourcis, on va dire, dans le sens où on commence, on monte juste quelque chose à plat. Et ensuite, on vient... Alors, est-ce que c'est avec des augmentations ou est-ce qu'on monte des mailles? Je pense qu'il y a un peu d'abord des augmentations, donc on travaille en fait en aller-retour à plat. On fait des augmentations, et il y a un moment où on finit par monter en fait le reste de l'encolure. Et du coup, les côtes se font une fois que le corps en fait est terminé. Et même si j'étais au départ un peu surprise par la méthode, parce que c'était la première fois que je faisais ça, je trouve ça très joli. Ça a été un peu compliqué de gérer le motif au niveau des augmentations. Je pense pas que ça vienne du modèle, hein. Je pense que vraiment le problème vient de moi. J'ai essayé de faire au mieux. C'est un projet que j'ai tricoté plusieurs fois parce que je l'avais commencé. Qu'est-ce qui s'était passé? J'avais fait un échantillon, l'échantillon était nickel. Et il s'est avéré que quand j'ai commencé à le tricoter, comme il était sur des petites aiguilles, enfin un petit câble, je me suis pas rendu compte que le truc était minuscule en fait. Et au moment de l'essayer, bah forcément il était hyper aisance négative, qui est pas le genre de pull que je porte. Et donc il me semble que j'avais séparé pour les manches et tout, j'avais pratiquement terminé le jacquard. Et il a fallu tout défaire avec tous les petits bouts de machin. Mais écoutez, ça valait le coup de le défaire parce que je l'adore. Je l'ai tricoté donc Mélène, je l'ai tricoté dans Mélène, donc le bruit des aiguilles, tout en mérino mèche. Donc on est uniquement sur de la single, c'est ce qui fait aussi qu'il a pas mal de drapés. Et au niveau des coloris, c'est vif argent, sauge qui est un vert très clair en fait, qui du coup se confond un petit peu avec le vif argent, mais bon. Donc il y a, c'est pas sauge, c'est salvia, pardon. La nana qui connaît pas ses propres coloris. Tout le vert, le vert foncé, c'est Sempervirent. Et le orange du coup est un one of a kind, mais que potentiellement je pourrais reproduire s'il faut. C'est simplement mon orange qui est sous stéroïde, on va dire. Donc vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Je trouve que je le porte très facilement malgré le fait qu'il y ait quand même beaucoup de jacquard, il y a du orange. Je sais pas si c'est le fait que du coup le reste des couleurs soit pas mal
dans les teintes de ma garde-robe et du coup je l'associe facilement, et évidemment comme j'adore le vert. Et donc j'ai très envie de monter d'autres projets de Unwind Knitwear, mais pour le moment j'ai rien dans mon stash qui corresponde. J'ai l'impression que tous ces jacquards sont très fluides au niveau du tombé, et du coup c'est beaucoup de choses que j'ai envie de tricoter dans de la mèche. Mais j'achète rarement de la mèche en fait, parce que je trouve qu'on en trouve peu sur les festivals. J'ai pas l'impression que ce soit un fil qui soit très apprécié, parce que ça m'intéresserait de connaître votre avis si vous tricotez souvent avec de la mèche. Moi je sais que souvent sur les salons j'entends beaucoup quand je propose de la mèche, les gens me disent ah non parce que je peux pas en faire un vêtement, je pourrais qu'en faire un châle. Alors que c'est vrai que moi je me fais beaucoup de pulls en mèche parce que j'aime beaucoup le draper, et en fait si ça bouloche c'est pas très grave pour moi parce que je passe un coup de rasoir, ou voire même pas, hein. Celui-ci il a quand même des... je pense que je l'ai rasé il y a peut-être pas très très longtemps pour un festival, parce que comme je le porte beaucoup en festival, c'est quand même mieux s'il est pas tout bouloché. En tout cas voilà, moi j'adore la mèche en vêtements. Et notamment, alors là ça sera pas le cas pour celui-ci parce que c'est un jacquard donc il est un peu épais, mais je sais que j'ai un pull en mèche, en merino mohair mèche, que je porte aussi l'été en fait, parce que du coup il est encore plus respirant, mais il a quand même ce côté chaud en hiver, donc c'est un pull que je porte tout le temps. Bref, c'était un tunnel sur la mèche et non pas un tunnel sous la manche. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai un petit souci de santé cette semaine qui me fatigue un peu. Donc c'est parti pour les blagues de merde. On va dire que c'est tout ce que j'avais à dire sur le Kismet. Pour ce qui est de ce dont on va parler comme projet aujourd'hui, j'aurai un projet terminé et j'aurai 3 projets en cours, dont 2 nouveaux projets. Et ensuite on parlera un petit peu du bruit des aiguilles, comme d'hab. Mon projet terminé, il s'agit du Ingrid Sweater, comme promis, pas promis la dernière fois. Donc le Ingrid Sweater de Petite Knit que j'ai tricoté dans les laines Nobis du Mohair de Long, qui est une production locale de mohair. Quoi dire sur ce pull? Je suis contente de l'avoir fini pour commencer. Au niveau des modifications que j'ai faites, je pense que j'en ai pas fait des masses, que je réfléchisse. Je sais que j'ai pas fait la même encolure, enfin j'ai pas fait le même col. Mais sinon je pense que j'ai à peu près respecté à la lettre. La question s'était beaucoup posée de comment il allait évoluer au blocage, parce que je l'avais assez peu essayé, parce que comme il était tout ramassé en fait, toutes ces choses là en fait étaient très resserrées, c'était difficile de se rendre compte des longueurs, et en fait au niveau longueur il est nickel au niveau des manches, voire un poil court, mais je pense qu'en fait les manches vont encore, enfin je vais vous montrer après, mais il est possible que les manches grandissent encore. Il est très bien au niveau de la taille, et ça c'est cool. Il est possible que je l'ai fait un peu plus court que ce que disait le modèle, je ne sais plus. Tout comme les modèles sont basés sur un 1m65 et que moi je fais 1m56, souvent j'ai tendance à raccourcir les choses pour pas qu'elles me tassent. Et donc je disais que j'avais modifié le col. Normalement le col en fait il reprend en fait ce motif qu'on a au niveau des manches, je crois sans cette petite ligne en fait de jeté, mais du coup il est assez haut, il fait comme un espèce de col un peu cheminé bizarre. J'étais pas sûre, point barre. J'avais pas envie, je suis un peu sensible en ce moment sur ce que je porte, et du coup j'avais pas envie d'avoir un espèce de truc qui me gêne, enfin qui me gratte au niveau du cou, parce que comme c'est quand même une laine, même s'il y a du mohair, ça reste une laine rustique que j'utilise, et parfois, vous savez, juste le bord d'un rabat, je voulais pas avoir tout le temps ça là, et j'aimais pas trop cette espèce de... Je trouve que c'est un col qui a pas choisi son camp, parce que c'est pas vraiment un col roulé, peut-être que j'aime juste pas les cols cheminés. Bref, comme je suis patron de mon propre tricot, et que j'ai regardé dans les projets Ravelry ce que les autres avaient fait, il y avait pas mal de gens qui avaient juste fait en fait des côtes classiques. Et du coup c'est pas mal. Après je trouve que mes côtes, ça fait ça en fait quand je porte, ça baille un peu devant, et donc du coup peut-être, j'arrive pas à faire mes phrases aujourd'hui,
peut-être que je viendrai mettre en fait un petit fil élastique à l'intérieur pour venir un tout petit peu le resserrer, parce que je trouve qu'il y a cet effet là qui baille sur le devant. Alors si ça baille sur le dos je m'en fous, mais alors quand ça baille sur le devant je trouve pas ça très joli. Mais sinon très simple. Oui, l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que je pense qu'il s'est peut-être pas encore entièrement détendu. Je pense que comme c'est une laine rustique, elle a pas tout de suite, contrairement à une laine superwash qui du coup vraiment tout de suite s'allonge, se bloque bien. J'ai l'impression qu'elle peut encore avoir un peu se détendre, on va dire, notamment par rapport à mon échantillon. Je trouvais mon échantillon beaucoup plus souple, alors que là je trouve que le résultat est un peu plus rigide en fait au niveau de... Si j'avais su presque, ça aurait peut-être presque valu le coup de monter d'un quart de taille d'aiguille pour lui donner un peu plus de souplesse. Je pense vraiment que c'est lié en fait au type de fil que j'ai utilisé. Il me semble qu'elle, à la base, c'est de la fingering doublée avec du mohair ou quelque chose comme ça, donc forcément c'est quelque chose qui va avoir beaucoup plus de drapé que moi, ma laine non traitée. Mais je pense que voilà, en le portant un peu plus, en le lavant un peu, enfin même si je vais pas le laver beaucoup parce que c'est une laine non traitée, elle a pas besoin de beaucoup d'être lavée, je pense qu'il va peut-être s'assouplir encore. Je l'ai déjà porté, et alors je m'en doutais en fait quand de toute façon on va vite le voir sur moi, quand je le porte juste comme ça, je trouve que c'est pas nécessairement une couleur qui me va très bien. Mais avec un petit châle de couleur ou une Sophie Scarf par exemple pour être en full petite knit. Mais voilà, une Sophie Scarf de couleur juste pour venir en fait apporter quelque chose plutôt que du beige sur ma peau qui est assez clair. Voilà, je trouve que ce genre de choses est moins choquant par exemple que ça, que je trouve un peu trop... mais... je le savais, mais en fait la laine était vendue non teinte et j'aime beaucoup tous ces coloris en fait neutres. Mais voilà, je me doutais un petit peu que au teint ça allait peut-être être un peu compliqué, surtout l'hiver. Mais pourquoi pas, vu que j'ai fait un col un peu plus bas également, d'avoir une petite chemise qui dépasse, donc avec une petite touche de couleur encore une fois. Voilà pour ce qui est de mon Ingrid sweater. Dans mes projets en cours, j'ai l'impression que je vous en parle chaque putain d'épisode. Je suis toujours sur mes chaussettes à la vanille avec des côtes 3-1 qui sont tricotées dans Mélène. Alors c'était un club, je sais jamais si c'est décembre ou février, à chaque fois je me trompe, qui était inspiré du film Pauvre créature. Il faut savoir que si c'est un coloris qui vous plaît, il va rentrer dans la collection permanente au prochain réassort. Donc du coup le prochain réassort ce sera en mai. J'ai pas de... Premier lundi du mois de mai. Information en avant-première, parce que je ne l'ai pas encore annoncé sur Instagram, mais voilà. Le coloris arrivera sur la boutique. J'en vois bientôt la fin, puisque il me reste encore ça du corps de la chaussette on va dire, et après les côtes, et ensuite il me restera plus que les talons, mais une fois que je serai au talon ça ira vite. Je pense que je vais pas refaire des chaussettes avec des espèces de côtes, parce qu'en fait j'arrive pas. C'est ce que je disais, je peux faire du 1-1, je peux faire du 2-2, mais alors le 3-1, une fois sur deux je fais du 2-2, donc en fait il faut que je les fasse, il faut que je refasse. J'espère qu'elles vont me plaire aux pieds, parce que vu comme ça me saoule de les faire, enfin ça me saoule, non mais elles remplissent pas à mes yeux ce que sont des chaussettes zéro cerveau, elles remplissent pas ce rôle en fait, et du coup j'avance pas dessus. Et ensuite, suite au dernier épisode de podcast que j'ai fait où j'avais parlé plein de favoris, évidemment, sans surprise, ça m'a donné envie de monter plein de trucs. Et comme j'avais globalement fini mon pull, il y avait de la place pour monter de nouveaux projets. Et du coup, j'ai commencé du coup, la Distance Scarf. Oh, c'est génial parce qu'on voit rien du coup. La Distance Scarf qui est du coup une petite écharpe à la Sophie Scarf. Qui est pleine de... Ah ouais, là on voit bien, là. Qui est pleine de torsades. Alors donc, pardon, le nom de la personne. Donc c'est la Distance Scarf de Olga Putano Designs.
Et j'ai vu que le modèle de base était tricoté en mérino mohair, donc qui est une base que j'ai également sur la boutique. Et j'avais justement quelques écheveaux qui étaient mal teints en fait de ce coloris-là, dont j'avais trop rien fait en fait, qui traînaient là. Et je me suis dit tiens, ça peut être l'occasion de donner une nouvelle vie en tout cas à un écheveau. J'avais pas du tout réfléchi au fait que bordel, c'est que des torsades en fait, partout, tout le temps. J'ai littéralement j'ai ouvert le patron et je suis allée voir le diagramme. Et mon mec était là, il a vu le diagramme, il m'a fait oula, ça a l'air. Le diagramme il est dense, c'est des torsades. Partout. Quand il n'y a pas de torsade, en fait, c'est soit l'épine du milieu, soit la bordure, mais sinon, c'est que des torsades. Alors, il n'y en a pas sur le rang envers, mais par contre, sur le rang droit, c'est des torsades de 2 partout. Ce qui fait que moi qui d'habitude faisais très peu de... Je fais pas souvent les torsades sans aiguille auxiliaire quand il y a plus de... Je les fais pour les 1-1, mais pas pour les 2-1 et compagnie. Ben là j'ai vite appris à les faire parce que du coup c'était hyper relou de... Surtout que moi je tiens mon fil... je tiens vraiment mon fil très bizarrement, ce qui fait que je lâche ça, je prenais mon aiguille auxiliaire, je tricotais 2 rangs, je relâchais, machin, ça devenait un peu long, donc j'ai appris à faire sans. Et en fait, le problème que j'ai rencontré, c'est qu'on fait donc plein de torsades avec une laine qui est mèche. Et qui donc potentiellement se dédouble plus facilement, je trouve. Enfin, en tout cas, où il y a plus la possibilité de laisser passer un petit brin. Enfin, il n'y a pas de brin du coup parce qu'il n'y en a qu'un, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup j'ai testé, je suis pas sur mes aiguilles habituelles, je suis revenue sur mes anciennes Shiegu, mes anciennes Aya Sharp qui sont devenues trop sharp en fait pour moi. Mais je me suis dit peut-être qu'avec quelque chose de plus pointu, je serais plus précise en fait dans mon tricot. Et je viens de voir que j'ai fait une erreur. Et donc en fait je suis en train de me dire, enfin j'ai réfléchi depuis plusieurs jours parce que donc ça je l'ai commencé il y a 1 semaine et demie en fait. Et ce qui se passe c'est que de temps en temps je fais 1 ou 2 rangs, enfin 1 ou 2 allers-retours. Mais en fait il faut que je sois absolument sur le diagramme parce que même si je comprends comment sont agencées les torsades, j'ai un peu du mal à vraiment à les lire et la preuve c'est que j'ai fait des trucs à l'envers. Et donc je me dis peut-être qu'il est temps d'abandonner de le faire dans cette laine là et de le faire dans une laine plus ronde, typiquement ma 85-15 par exemple, qui sera plus facile en fait à... Parce que je pense que maintenant j'ai bien le rythme de comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Ça me fera peut-être un résultat plus propre que là où en fait j'ai l'impression que c'est pas... ça me satisfait pas énormément. Et en fait pour un petit projet qui est une petite écharpe, enfin comment dire, je suis ok pour mettre beaucoup de temps sur un pull où genre c'est la torsade en plein milieu et vraiment c'est le truc qu'on va voir et non pas que je... Enfin... Mais là juste en petite écharpe je me dis c'est dommage, j'ai l'impression que je vais passer un temps énorme à faire un méga motif alors qu'en fait on va pas le voir parce que peut-être que la laine est trop... elle a peut-être trop de halo. Et en plus je vais pas prendre de plaisir à le tricoter parce que c'est méga galère quoi. Donc c'est pas du tout un reproche du patron en fait, parce que je trouve le patron absolument magnifique, hein. Je continue à regarder les photos mais ce qui me surprend c'est que je regarde les photos du patron et j'ai l'impression que c'est pas tricoté dans la laine que moi j'ai, alors que c'est la même composition, c'est la même... des laines mèches qui contiennent du mérino et du mohair, il n'y en a pas 46 000. Donc voilà. Donc peut-être que c'est un projet que je vais continuer mais dans une autre laine. Pour le moment j'ai pas encore vraiment pris de décision. Je pense que ce qu'il faut que je fasse surtout c'est que je fasse un échantillon. J'ai des restes 85-15 chez moi. Je vais surtout faire un échantillon pour voir si ça résout le problème, et si ça résout pas le problème, peut-être que je m'acharnerai sur celle-ci et peut-être que dans 2 ans j'aurai une petite écharpe. Et mon deuxième nouveau projet tient dans cette petite trousse tellement mignonne de Tessa Création.
Et ça me fait trop rire parce qu'en fait c'est un pull qui tient là-dedans, parce que c'est encore que le début, mais je trouve ça trop mignon que ça tienne dans une petite pochette. Il s'agit du Boxy de Rory Locatelli, qui sera mon 3e Boxy du nom que je tricote pour moi, même s'il y en a un que j'ai pas tricoté, je l'ai fait tricoter par quelqu'un d'autre, mais bref. Donc le Boxy de Rory Locatelli que je tricote dans les laines de Arcoiris Yarns. La base c'est Yakari, c'est sa base avec du yak et de la soie de mémoire. Le coloris c'est Blood Reina. Je suis à peu près sûre que c'est une référence à quelque chose que j'ai pas du tout. Qui est donc un beau rouge, mais on n'est pas tout à fait sur le bordeaux, on est vraiment sur le rouge teint sur du yak, qui est une très belle couleur. Il faut savoir qu'à la base, j'avais pas prévu de monter un Boxy. J'avais, comme je disais, il y a quelques mois, quand j'en pouvais plus de tout mon stash, en fait, j'avais regardé toutes mes quantités pulls et j'avais essayé de les associer à des projets pour savoir un peu plus voilà, vers où j'allais. Et donc, pour ce rouge-là, j'avais très envie de faire un pull avec manche tombante et je voulais un panneau de dentelle ou de torsade ou autre. Et il s'est avéré que sur cette épaisseur-là, sur une épaisseur fingering, j'ai eu beaucoup de mal à trouver en fait des patrons qui contenaient ça avec un motif qui me plaisait. Et donc j'étais tombée sur le Ponderosa de Wool & Pine, qui du coup a des espèces de grosses torsades vraiment partout sur le panneau du devant. Épaules tombantes, tout ça. Et je me suis dit banco, et je l'ai un peu acheté. En fait, comme ça faisait très longtemps qu'il était dans ma queue, enfin dans ma... je sais pas comment ça s'appelle en français sur Ravelry, mais ma liste de trucs à faire ensuite, là. J'ai pas pensé à re-regarder en fait les détails du patron, ou... voilà, c'était tellement su dans ma tête que avec cette laine-là, j'allais faire ce patron-là, que j'ai pas regardé les détails. Et quand j'ai ouvert le patron, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un projet qui se tricotait à plat et qui était ensuite cousu, et que surtout c'était en fait non seulement il se tricote un plat, mais en fait il se tricote en panneau, et vraiment il n'y a pas de creux qui est créé pour l'encolure. Donc en fait on commence par enfin c'est pas des détails que je vais donner parce que, mais en gros on commence par des côtes et on fait après le panneau dos, le panneau devant, et on choisit en fait pas la profondeur, mais en fait par rapport à notre j'allais dire notre ergonomie, c'est pas du tout le mot, notre c'est quoi le mot que je cherche, par rapport à comment que notre corps il est foutu, on coupe plus ou moins les épaules. Et en fait moi je sais que ce genre de construction là sur moi, ça fait tomber en fait vraiment juste au-dessus de la clavicule là. Et moi c'est un truc que comme je disais, maintenant il y a des trucs que je supporte plus dans les vêtements, et ça typiquement quand le montage il tire ici là. De toute façon j'avais déjà fait je crois le Weekender de Andrea Mauri. Et en fait je l'ai enfilé, j'ai senti le truc, j'ai fait bah je pourrais jamais le porter, je l'ai filé à ma mère, comme à peu près tous les pulls que je rate ou qui me vont pas, ou et donc, mais je me suis dit c'est bizarre parce que sur les photos j'avais vraiment l'impression qu'il y avait enfin je voyais pas cette espèce de ligne droite de l'encolure un peu bateau. Je me suis dit je vais regarder les autres projets, je vais regarder les autres photos, je vais fouiller un peu plus maintenant que je l'ai acheté ce patron. Et donc en effet ça donnait l'impression que sur certaines personnes, selon comment elles cousaient, etc., on pouvait plus ou moins créer un peu de profondeur ici. Donc je me suis dit ok, ça peut-être que je peux régler le problème. Et après je me suis dit ça m'emmerde quand même de devoir faire 2 panneaux à plat et ensuite de coudre, parce que clairement l'assemblage au tricot c'est pas... je suis pas bonne en finition, et ça c'est vraiment pas une finition que j'apprécie. Et je me suis dit attends, il y a bien un moyen où je vais pouvoir le faire en rond, c'est-à-dire je vais faire le début du panneau ici, le début du panneau dans le dos, et puis au bout d'un moment je sais à peu près combien il me faut pour mon emmanchure, enfin pour passer mon bras, et après je peux joindre en rond et basta. Et je me suis dit oula attends, si tu commences à modifier le patron, ce serait peut-être bien de faire un bon swatch pour pas partir n'importe où quoi.
Et donc je me dis, mais je vais regarder si enfin un bon swatch, pardon, un bon échantillon. Et donc je regarde l'échantillon, comment c'est qu'il est l'échantillon sur le patron. Est-ce que l'échantillon il est mesuré sur les torsades ou est-ce qu'il est mesuré sur du jersey? Et le patron dit, vraiment pas la fiche Ravelry, vraiment dans le patron, c'est marqué qu'il faut faire l'échantillon en jersey avec les plus petites aiguilles. Celles qui servent à faire les côtes. Et donc je me dis, ça me semble, moi je préfère échantillonner avec ça me paraît logique de le faire avec l'aiguille du corps plutôt que l'aiguille des côtes. Je me dis, je vais aller regarder sur Ravelry. Sur Ravelry, je crois qu'au niveau de l'échantillon, vous savez, en haut, dans le petit encadré en haut, il y a toutes les informations. Ça dit pas en quelle taille d'aiguille, ça donne l'échantillon, mais ça dit pas en quelle taille d'aiguille. Et dans le corps de la description, ça donne à chaque fois une taille entière en dessous. Donc je crois qu'il se tricote en, je sais plus, c'est 3,5 et 4 ou un truc dans le genre, et là ça mettait 2,5 et 3 quoi. Donc je me suis dit, bon, personne n'est d'accord, je vais pas m'emmerder à aller envoyer un email à la designer pour cette histoire-là. Je vais utiliser ma jugeote, c'est-à-dire que je vais faire l'échantillon et je verrai bien en fonction du diamètre si ça me semble logique ou pas. Et je vais le faire dans ma taille d'aiguille en fait. Enfin la taille d'aiguille pour le corps. Et en fait, l'échantillon me plaisait pas sur la taille d'aiguille. Je me suis dit s'il faut que je commence à tout... J'ai revu mon projet et j'ai dit, tu sais quoi, je pense que ce projet n'est pas fait pour moi parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui m'embêtent dans ce projet et s'il faut que je commence à le modifier sans avoir le bon échantillon, c'est peut-être un petit peu risqué. Et donc j'ai fait le choix de simplicité et à la fois je pense que c'est un choix qui est très stratégique parce que je pense que les pulls que je porte le plus, que je porte avec le plus de facilité et toute l'année en fait, c'est mes boxy parce que je trouve que la coupe tombe bien sur moi avec les modifications. J'ai parlé des modifications que j'ai faites, mais avec les modifications je trouve que c'est un pull qui tombe bien sur moi. Comme il est un petit peu large, je le porte vachement souvent en été parce que typiquement c'est le genre de pull que j'emmène avec moi quand je sais qu'on va manger dehors et peut-être qu'en fin de soirée il fera un peu frais. C'est le truc que je peux mettre au-dessus. Comme il est large, je vais pas non plus transpirer dedans, mais quand même il me tient chaud. Enfin voilà, c'est mon modèle que j'adore. Et je m'en étais fait un également en mérino yak soie de chez Célène. Et je le porte à fond en fait. Donc pourquoi pas en avoir un rouge. Et ça remplit en plus mon besoin de tricot zéro cerveau. Puisqu'en fait là tout ce que j'ai tricoté, je l'ai tricoté en lisant. Et du coup c'est trop bien parce qu'en fait je me cale. J'ai piqué la liseuse de mon mec qui l'utilisait plus. Et en fait je me suis fait un coussin, je me suis cousu un coussin de lecture c'était quoi, c'était l'été dernier je pense. Et du coup je me cale avec le coussin de lecture, je tricote bam bam bam, juste avec le petit bout du petit doigt là, je peux passer la page. Et j'ai déjà bouffé 2 bouquins, ces petits bouquins, mais enfin, voilà, tout ça je l'ai fait vraiment en lisant. Et c'est chouette parce que parfois ça me fait du bien de pas être juste devant la télé à regarder des trucs. De pas être tout le temps devant un écran, même si une liseuse c'est un écran, mais c'est pas le même type d'écran, enfin bref. Donc j'allais me mettre à tricoter, mais non, on n'est pas là pour ça là. Donc j'ai monté tout ça pour dire que j'ai monté un boxy. Mais j'ai des modifications sur ce boxy là en fait, parce que j'en avais fait un premier en suivant, même pas parce que j'avais déjà modifié des trucs, mais surtout en fait moi ce que je modifie c'est la largeur. Parce que même sur la taille XS en fait, sa largeur à elle là, les je sais pas de combien de centimètres d'aisance positive, c'est trop en fait. Et surtout ça, enfin moi ça me va pas. Donc ce que je fais sur la taille XS du coup c'est que j'enlève 40 mailles au montage. Et en fait de toute façon comme on commence par le bas et que globalement c'est un tube, après on sépare pour les manches.
c'est relativement facile en fait de le modifier. Donc je monte 40 mailles en moins. Je sépare en fait beaucoup plus tôt qu'elle, parce que sur mon premier je trouvais que pareil qu'il était hyper serré pardon, au niveau des manches, et du coup fallait vraiment que je tire pour l'enfiler. Donc je me base en fait sur un pull que j'aime bien, et puis je vois à peu près voilà, la hauteur qu'il me faut. Et je sépare. Je ne fais pas du coup les espèces de petites... Elle fait en fait du point mousse de temps en temps, et ça fait comme des espèces de petites lignes. Moi j'aime pas parce que je trouve que le boxy c'est un très 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 beau basique, et du coup je trouve que ça lui enlève du basique. Et donc du coup évidemment quand je fais toute la c'est pas la construction, mais quand j'arrive en fait au moment de faire l'encolure, évidemment j'enlève bien 10 mailles à chaque fois sur tous les côtés pour compenser les 40 mailles que j'ai enlevées. Parfois j'oublie en fait que je fais ça, et du coup je me retrouve à séparer, je suis en mode mais pourquoi j'ai pas les bons nombres et tout, et ça m'énerve, et après je me souviens qu'en fait j'ai modifié le patron. Mais voilà, avec ces modifications là, moi je trouve que c'est vraiment un patron, c'est un très 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 beau basique. Et donc j'en ai pour encore des heures de lecture avec mon jersey zéro cerveau, parce qu'il me semble que... Alors moi je le fais plus court également que elle, parce que, encore une fois, 1m56, hein, je suis très 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 près du sol. Je peux pas avoir quelque chose de trop bas, sinon ça me tasse. C'est le truc que je vais répéter je pense à tous les épisodes. Et donc du coup moi j'ai trouvé la bonne longueur qui me plaît bien, mais ça encore vous pouvez l'essayer sur vous en fait, par rapport à l'emmanchure que vous souhaitez faire. Voilà, je recommande le boxy, c'est un patron que j'ai hyper bien rentabilisé parce que je l'ai aussi tricoté pour d'autres personnes. Très bon plan. Et c'est déjà la fin du coup de ce que je suis en train de tricoter en ce moment. J'ai vraiment envie de monter plein d'autres choses, parce que je pense que c'était le vendredi juste après l'épisode précédent. En fait, comme chez moi j'ai pas de bobinoir, il faut que j'emmène en fait mes échevaux à moi à l'atelier pour les bobiner sur mon bobinoir électrique. Et du coup j'ai bobiné plein de trucs en fait, donc là j'ai vraiment de la laine qui presque me supplie en fait d'en faire quelque chose. Donc voilà, j'ai envie de monter plein de choses, donc on n'est pas à l'abri que non, peut-être pas d'ici l'épisode prochain. Peut-être pas d'ici l'épisode prochain parce que j'ai quand même un festival à préparer, j'ai beaucoup de boulot. Mais ouais, j'ai envie de monter plein de trucs. Pour ce qui est du bruit des aiguilles, je fais le rappel du coup, mais je serai au festival Lainorama qui se déroule à Paris dans la mairie du 5e. C'est les 3 et 4 mai. Comment dire, l'entrée est gratuite, mais vous pouvez réserver en fait un créneau d'accès prioritaire, si j'ai bien compris, en fait sur leur site. J'imagine que ça vous permet d'éviter de faire la queue, et eux ça leur permet de réguler réguler les entrées. C'est vraiment pour avoir organisé un festival, c'est hyper bien quand vous réservez à l'avance en fait vos billets, parce que ça permet aux organisatrices de savoir à quoi s'attendre, que ce soit au niveau, s'ils préparent de la bouffe, au niveau de la bouffe, mais juste en fait de gérer l'afflux des gens, et en fait c'est plus confortable aussi pour vous de pas faire vos emplettes quand vous êtes 10 000 dans la salle. Donc si vous avez prévu de venir à Lainorama, n'hésitez vraiment pas à réserver votre créneau, c'est hyper pratique pour tout le monde. Je serai là avec un coloris spécial, évidemment, et j'ai très hâte c'est mon premier festival à Paris, donc j'ai très hâte de rencontrer tous les Parisiennes, enfin toutes les Parisiennes, tous les Parisiens que j'ai pas vus dans d'autres salons. Voilà, donc le 3 et 4 mai prochain. Et autre nouvelle, je suis en train de tester le mode d'expédition via Mondial Relais sur la boutique. En fait, c'est une fonctionnalité que j'avais pas vue, qui est sur ma plateforme de vente en fait. Ce qui fait que ça a été très rapide à mettre en place, tout est plutôt bien.
Et je me disais que c'était peut-être l'occasion de parler des expéditions, parce que je sais que c'est souvent un point un peu de tension de ces histoires de les frais de port sont chers. Je parle pas juste chez moi en fait, mais en règle générale. Moi j'ai toujours... je fais un peu la guerre à tous les trucs qui proposent des expéditions gratuites, parce que rien n'est gratuit en fait. Que tout service, oui, tout service ou toute chose doit être payé en fait, parce que si vous le payez pas en vrai, des frais de port qui sont gratuits, c'est qu'en fait vous les payez dans le produit, on va pas se mentir. Je parle pas de vous avez acheté jusqu'à... moi par exemple, je propose quand vous achetez plus de 150 €, les frais de port sont offerts. Ça c'est autre chose, c'est vraiment moi qui fais un geste. Mais quand tout ce que vous achetez est gratuit, tout ce que vous achetez vous est expédié gratuitement, c'est jamais expédié gratuitement. Mais du coup je voulais parler un peu des questions, enfin pas des questions, mais je voulais parler du fait de pourquoi pour le moment Mondial Relay il est encore en test chez moi. Et du coup je voulais vous parler un peu du processus d'expédition chez moi, parce que du coup il est peut-être pas comme ça chez tout le monde, parce que tout le monde n'utilise pas la même plateforme de vente à la base et tout le monde n'a pas les mêmes contraintes. Moi ma contrainte principale c'est que je n'ai pas le permis, et que du coup j'ai des solutions différentes en fait pour amener mes expéditions, enfin mes petits colis de l'atelier jusqu'au point de tri. Et croyez-moi, c'est pas la poste c'est pas avec ce que la poste prend pour venir chercher les colis chez vous que je peux m'en sortir. Mais bref, donc en fait, jusque là, moi je fonctionnais uniquement avec du coup Colissimo, qui fait donc de l'envoi à domicile avec ou sans signature, et de l'envoi en point retrait. Et ce qui se passe, c'est que du coup, pour ça, en fait, sur ma plateforme, je paye en fait tous les mois un abonnement pour pouvoir à la fois vous proposer ces services-là sur la boutique et avoir le système de génération de bordereaux, d'envoi, etc. Et tout ça, je les imprime sur des étiquettes qui sont du papier thermique. Donc en fait, c'est une petite... Alors c'est pas une vraie imprimante thermique, c'est une étiqueteuse thermique. Parce que les imprimantes thermiques, les vraies, coûtent un rein. Et donc déjà, il y a eu beaucoup de... En fait, ces petites choses-là, elles sont pas hyper précises, parce que du coup, ce sont des étiqueteuses. Donc déjà il y a eu beaucoup de réglages à faire pour obtenir un code barre qui est lisible, parce qu'évidemment une fois que je les ai imprimés et que je les ai collés, il faut que les colis puissent arriver jusqu'à vous, il faut que le code barre soit lisible. Donc voilà, ça c'était mon process, c'était mon process jusqu'à il y a quelques semaines. Je générais les étiquettes via l'application que je paye tous les mois. Ces étiquettes étaient imprimées sur des étiquettes thermiques, et ensuite ces colis étaient donnés à un gentil coursier, Big Up Green Course. Donc des coursiers à vélo qui viennent en fait directement à ma porte chercher les colis et qui les emmènent dans le centre de tri de la poste. Ce qui fait que auparavant, quand on demandait « Ah, pourquoi tu fais pas Mondial Relais ?» en fait ça impliquait en fait beaucoup de modifications dans tout ce schéma, parce qu'en fait moi et tous les autres artisans qui envoient en ligne, en fait on peut pas passer des heures sur les expéditions. Parce qu'en fait, il y a tout le reste qu'il faut faire, et on fait déjà des grosses semaines, donc il faut que les expéditions, elles soient... faut vraiment qu'il y ait un process qui soit efficace. Donc je peux pas avoir imprimé certains trucs sur une imprimante papier, d'autres sur l'imprimante thermique, aller dans 3 points différents pour déposer les colis. Moi c'est littéralement... c'est pas possible, je traite entre 150 et 300 commandes par mois. Voilà, c'est pas possible de le faire de plein de façons différentes. Et donc quand j'ai appris quand on me demandait voilà pourquoi tu fais pas Mondial Relais, parce que à l'époque du coup Mondial Relais c'était payer à nouveau un nouvel abonnement pour pouvoir utiliser Mondial Relais sur ma plateforme de vente, et que vous ayez accès au point de retrait, etc. Comme moi je peux générer les étiquettes. Et ça veut dire aussi en fait que moi mon coursier, au lieu de s'arrêter à un endroit maintenant, il doit s'arrêter à 2, et qu'en plus autant quand il dépose en centre de tri, en fait littéralement il dépose les choses et il repart.
autant Mondial Relais, ce sont en fait des commerçants qui récupèrent les colis, et du coup ils doivent tous les scanner un à un. Donc c'est pas le même temps pour lui. Et évidemment c'est pas la même chose qui est facturé de mon côté. Sauf que j'ai découvert que ma plateforme de vente proposait en fait directement un système Mondial Relais. Et du coup je me suis dit c'est peut-être l'occasion de tester sans devoir moi m'engager sur plusieurs mois où comment dire, ça m'aurait un peu embêté de payer une application à un certain prix tous les mois. Tout ça pour qu'il y ait 3 commandes qui soient achetées dessus, enfin qui passent via Mondial Relais. C'est pas rentable en fait de mon côté. Mais là, étant donné que c'était déjà directement dans la plateforme, ça a été testé. Pour le moment, j'essuie encore un petit peu les plâtres dans le sens où ça a été très compliqué de trouver la bonne méthode d'impression. Pour le moment, ma méthode d'impression, elle est encore un petit peu laborieuse pour avoir une impression qui soit scannable, parce que parfois en fait ça imprime et c'est très gras, et du coup un code barre gras, bah, c'est juste une barre noire, donc ça marche pas. Pour le moment, les commandes, je les emporte encore à pied quand je rentre vers chez moi. C'est quelque chose que je peux encore faire tant qu'il fait beau. Et que je peux encore faire parce qu'il n'y a pas encore un volume énorme qui passe via Mondial Relais. Mais ce sera potentiellement un problème quand il fera pas beau et ou quand il y aura beaucoup plus de volume. Donc c'est quelque chose enfin voilà, je traverserai ce pont quand on y sera, comme on dit chez les Anglais. Et surtout j'ai trouvé un lieu, enfin ce que je voulais surtout pas moi c'était me faire bouler d'arriver à un Mondial Relais avec genre mes 80 commandes et que le gars me dise lol c'est non quoi. Donc j'ai trouvé un commerçant en me disant voilà tel et tel jour moi je peux venir avec des gros volumes, est-ce que c'est ok? Le mec a dit ouais pas de problème, il m'a montré sa réserve est énorme, donc en effet je sais que je vais pas non plus ça va pas non plus poser problème à cette personne. Donc pour le moment on est encore plutôt pas mal sur Mondial Relais. Et je vois bien en fait dans les commandes que c'est quelque chose que vous choisissez, et en même temps je comprends complètement en fait quand on est habitué à... Déjà moi j'aime bien aller chercher mes produits, n'importe quoi. Moi j'aime bien me faire livrer de toute façon dans des points relais parce que en fait le jour je suis pas chez moi. Alors ça je pourrais me faire livrer au boulot, mais il m'arrive encore de mettre mon ancienne adresse là où j'habite plus en fait sur mes envois, et du coup bref, je préfère savoir que ça arrive dans un point relais et après moi je peux aller le chercher parce que je suis un peu un boulet sur certains trucs. Mais en effet en fait quand on travaille toute la journée on n'est pas toujours chez soi. Je comprends beaucoup l'attrait du point entrée, que ce soit les points retrait Colissimo ou que ce soit Mondial Relais ou d'autres que je connais pas. Mais en effet, le prix aussi, forcément, quand on achète un écheveau, je comprends très bien qu'entre payer 7 € et entre payer 4 € pour des frais de port, que le choix soit vite fait en fait. Donc est-ce que je garderai les envois en point relais par la poste? Je ne sais pas. Je veux aussi beaucoup voir, j'attends en fait le premier colis perdu, on va pas se mentir, pour voir aussi comment est le service client, parce que ça aussi c'est une question qui est importante. D'autant plus que, là encore, on est dans du détail. Hein. J'espère que ceux qui restent, c'est uniquement les gens qui aiment bien tout savoir. Étant donné que je passe par Mondial Relais, par ma plateforme, j'ai pas un vrai compte professionnel en fait. Et il y a une pie dehors, pardon. Et la pie apparemment me fascine. Pardon. Et je suis très curieuse de savoir en fait comment se passe le service après-vente quand on passe par la plateforme et non pas par un compte pro, parce que c'est vrai que moi avec la poste j'ai un compte pro et donc en fait je peux très vite ouvrir des réclamations, je peux très vite voir où est allé le colis, quelles sont les notifications qu'on vous a envoyées, je peux voir plein de choses et je suis curieuse de voir si c'est la même chose avec Mondial Relais ou peut-être qu'en fait peut-être qu'ils perdent moins de colis, sachant que je touche du bois. Pour le nombre de colis, parce qu'on a fêté les 10 000 commandes passées sur la boutique depuis son ouverture sur le bruit des aiguilles. Et donc sur ces... Alors il n'y a pas eu 10 000 commandes parce qu'il y a eu les commandes de festival, les commandes où les gens viennent chercher. Mais
presque on peut dire sur du coup les 8000 commandes qui ont été expédiées, il y en a quand même très peu qui ont été perdues par la poste. Vraiment c'est... Alors c'est pas minime quand vous êtes la cliente et que vous avez pas reçu votre colis. Ça j'entends bien que c'est très relou et de toute façon c'est géré, enfin ça fait partie de mon SAV et voilà. Mais je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup plus de pertes. Donc c'est malheureux à dire, mais en fait je vais voir comment ça se passe avec Mondial Relais et je vais voir si c'est aussi bien géré. Non, parce que la poste gère pas très bien, mais voilà, je vais voir comment ça se passe et ça rentrera en fait en ligne de compte sur est-ce que je garde ce service ou non, parce que évidemment quand on paye quelque chose moins cher, peut-être aussi que le service derrière est moins performant. Voilà, c'était toute mon explication sur pourquoi Mondial Relais est en test. Et en fait, et aussi, je trouve que c'est toujours intéressant de donner un petit peu des coulisses, mais aussi de pourquoi il y a des changements qui sont pas si simples que ça à faire dans une entreprise et qui impliquent en fait plein d'autres choses que juste décider ah tiens je change de transporteur quoi. Donc si vous êtes resté jusque là, merci. J'avais dit que je m'étais dit que je ferais un épisode très court et je vois que je suis déjà à presque 50 minutes d'enregistrement. Yes. Je vous remercie en tout cas d'être resté jusqu'ici. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout un très bon tricot.